Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Perspectives économiques. Deux analyses croisées pour percer le mystère de la croissance économique en République démocratique du Congo et l'application de la parité dans les espaces de prise de décision. Économiste de formation, Eli Kapinga Diafar veut bousculer des habitudes acquises. Il préconise de nouvelles dénominations des départements ministériels pour accélérer le changement. Notre administration pose beaucoup de problèmes. Il y a la lourdeur administrative qui fait de sorte que les pays ne puissent pas avancer. Quelque chose qui peut être exécuté dans 2-3 jours, vous le verrez, ça peut vous prendre une année, autant de mois ou autant d'années. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas souples dans notre manière de faire. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans un exercice intellectuel pour pouvoir proposer ce que nous pensons être réaliste afin de pouvoir remettre les pays sur l'orbite du développement. Comme vous le savez tous, je vous rappelle que nous vivons l'ère de l'alternance pacifique entre l'ancien régime du président Joseph Kabila et le nouveau du président Félix Tshisekedi. Et lui vient avec un message axé sur le peuple d'abord, les changements. Et ces changements-là se basent pour nous sur 2 volets. Le premier volet, pour le peuple congolais, les changements se basent sur la mentalité. Ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire pour notre pays, parce que nous devons être patriotiques. Le deuxième volet, c'est sur les mandataires et ou les investisseurs. C'est un signal fort du retour de l'ordre afin de pouvoir travailler dans la nouvelle vision qui est celle du peuple d'abord. C'est dans cette optique-là que nous avons proposé les changements nominaux de certains ministères pour pouvoir booster ces changements-là. Okay? Et ces changements nominaux-là vont nous permettre de pouvoir élargir même les champs d'activité, les champs d'action, le but, les objectifs de certains départements ministériels. Entre autres, comme vous le savez, on parle toujours du peuple d'abord. Le président parle de l'état de droit. Nous avons proposé que le ministère de la Justice de Garde-Sceaux puisse être rebaptisé ministère de la Justice de Garde-Sceaux et la restauration de l'état de droit. Comme ça, c'est lui qui vient, il sait très bien que non, je suis là pour pouvoir exécuter tel programme, telle vision du chef de l'État. Aujourd'hui, le chef de l'État, lors de sa campagne, il a parlé de la croissance économique. Nous avons proposé que le ministère de l'économie, parce que quand on parle du ministère de l'économie, nous voyons les économies qui sont stables. Mais nous n'avons pas une économie stable, d'où nous devons innover, nous devons inventer. D'où nous avons voulu que ce ministère soit baptisé ministère de la relance et la croissance économique. Comme ça, celui qui viendra, il vient avec les stratégies de comment mettre pour que nous puissions relancer notre économie, parce que nous en avons besoin. Est-ce que le travail se trouve dans la dénomination ou dans les stratégies à élaborer? D'abord, le nom est un vecteur d'une vision. Le nom véhicule un message. Quand vous avez un nom qui ne corrobore pas avec ce que vous êtes, avec votre actualité, vous ne ferez absolument rien. Il faut d'abord que le nom puisse corroborer avec ce qui est de notre ambition, afin que celui qui vient, il vient avec cette vision, avec des stratégies par rapport à ce qu'il a trouvé comme dénomination. Prenons par exemple, aujourd'hui, nous avons subi la crise de plein fouet, la crise due au Covid-19. Si dans le temps, on avait amorcé des réformes, telles que toute entreprise minière, qui vient investir au Congo, et que le Congo puisse avoir une part dans cette entreprise-là. Quand on exploite par exemple de l'or, on prend une partie de l'or qui est exploitée et on confie ça à la Banque centrale. Et pendant ce temps ici, où nous cherchons de l'argent, où la République cherche de l'argent pour pouvoir financer la gratuité de l'enseignement, nous avons de l'or. Et si la Banque centrale avait de l'or comme réserve en or,
et réserve en cobalt, parce que vous savez que d'ici 2035, on va rouler à l'électrique, il faut en avoir. Si la Banque centrale avait de l'or, aujourd'hui, 1 kilo d'or coûte 47 000 €. À supposer qu'on avait 10 tonnes d'or ou 20 tonnes d'or, donc on aurait pu avoir 11 milliards 600 millions d'euros. Vous voyez, donc ça allait éviter à la République de pouvoir aller s'endetter auprès des institutions de Bretton Woods à la hauteur d'1 milliard de dollars pour venir financer la gratuité. Vous voyez, d'où il faut toutes ces réformes-là. Même le ministère des Finances, nous voulons que ce ministère-là puisse être rebaptisé ministère des réformes des finances publiques et amélioration du climat des affaires. Vous voyez, donc d'où, et dans cette réforme-là, nous avons proposé même la création d'une unité, d'un serveur, d'un logiciel qui sera conçu par les étudiants ou les anciens étudiants de nos institutions ici, qui ont fait les maths info, pouvant nous permettre à pouvoir tracer tout ce qui est comme la chaîne de dépenses. On va l'informatiser, de telle sorte que celui qui engage une dépense de l'État, directement dans les systèmes, il saisit même les pièces justificatives. Ça va permettre même à l'IGF de pouvoir mener ses enquêtes sans qu'on puisse lui amener déjà des papiers où on va aller chercher des factures partout ailleurs. Non, non, ça sera quelque chose qui est informatisé. Donc, et quand ça s'est fait... D'abord à l'identification des ministères. Oui. Partout à travers le monde, c'est le ministère des Finances, c'est le ministère de l'Économie, c'est le ministère des Affaires étrangères. Mais vous dites, pour que les Congolais bougent, il faut qu'ils regardent la mission à travers l'identité. Mais s'ils sont faibles, ils ne sont pas à mesure. On peut changer bien la dénomination des ministères. Et si le ministre lui-même est faible. J'ai suivi les tweets de l'actuel Premier ministre, du nouveau Premier ministre. Il a dit que le prochain gouvernement sera un gouvernement des warriors. C'est-à-dire des guerriers. C'est-à-dire il connaît, il connaît qui est guerrier et qui ne l'est pas. Vous voyez? Et le président de la République, il nous reste juste 3 ans pour la fin de son mandat. Et vous savez, la dernière année, c'est l'année purement électorale. Et pendant ces 2 ans ici, nous devons poser des actes qui rassurent. Et ces actes-là qui rassurent. Par exemple, quand je parlais du ministère de la croissance, de la relance et la croissance économique, vous savez qu'actuellement, nous pouvons pouvoir créer de partenariats avec la LM, London Metal Exchange, pour pouvoir nous permettre de pouvoir valoriser nos mines, nous permettre de pouvoir avoir accès aux grands capitaux. Pas des capitaux, quelqu'un qui vient, il finance une recherche, on lui donne le certificat que ce gisement est d'autant, il va sur les institutions financières internationales, il les met, on lui donne le capital, il vient, il s'enrichit au détriment du peuple congolais. Mais nous-mêmes, nous pouvons déjà par l'État signer des partenariats, des alliances constructives. Par exemple, les ports des bananes, faire des bananes in amphithéose, avait une alliance avec le Japon ou le Dubaï, où ça sera un centre commercial d'attraction, un centre commercial. Aujourd'hui, les gens envient Dubaï. Tout ce que nous allons acheter aujourd'hui à Dubaï, mais c'est fabriqué au Japon. Vous avez des véhicules que nous achetons, ça vient du Japon, c'est le Japon. Si on peut signer cette alliance-là avec le Japon pour pouvoir faire cette amphithéose au niveau des bananes, où ça sera un centre commercial, sans pour autant oublier que nous venons de ratifier la loi sur la zone de libre-échange. C'est jusqu'en 2033 parce qu'on a 13 ans pour pouvoir nous organiser et nous devons nous organiser. Nous organiser, ça doit commencer maintenant. Et par-dessus tout, nous devons avoir notre propre banque, la banque d'investissement de crédit agricole et immobilier. Les banques que nous avons actuellement, ce sont des banques commerciales. Ce sont des banques qui financent les activités et non les banques qui financent les investissements. Vous avez votre projet, quand vous allez dans une banque de la place, on ne va pas vous octroyer du crédit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une activité. Mais nous voulons que nous puissions avoir la banque d'investissement et de crédit agricole immobilier. Sans cette banque-là, nous n'allons pas pouvoir financer nos PME, parce que nous avons, dans ce même ordre d'idées, nous avons proposé
que le ministère de l'Industrie puisse être rebaptisé ministère de la Révolution industrielle. Nous devons changer et le changement c'est maintenant. Avons-nous des outils pour mener cette révolution industrielle? L'outil majeur, c'est l'homme congolais. C'est l'ambition que nous avons. C'est les réformes que nous voulons mener. C'est là où nous voulons aller. Si aujourd'hui nous croisons les bras et qu'en 2033, nous accédons à cette zone de libre-échange, nous ne serons que les centres de consommation. Et c'est ceux des autres qui vont pouvoir se développer. Mais nous devons déjà nous articuler aujourd'hui. Et cette banque-là peut être financée aussi par ce que nous appelons les fonds Corbeil. Les fonds Corbeil, pour nous, vous savez, quand vous prenez, vous avez votre machine, vous supprimez quelque chose, il va sur Corbeil, vous pouvez les restaurer. Les fonds Corbeil ici, ce sont des fonds que l'État a déjà estimés perdus. OK? Et que ces fonds-là peuvent être récupérés. Je vous donne juste un indice des fonds Corbeil. Aujourd'hui, quand vous prenez des Congolais, la plupart des gens qui sont mieux placés, politiquement ou financièrement, détiennent des comptes à l'étranger. Au moment où nous avons besoin d'argent, il faut que nous puissions aller faire voter une loi qu'on va appeler la loi programme Le peuple d'abord. Cette loi-là va pouvoir, dans certains de ces articles, donner un moratoire à tout Congolais qui détient un compte à l'étranger, de pouvoir rapatrier cet argent ici au Congo sans aucune sanction. Et c'est lui qui va, n'est-ce pas, refuser de pouvoir s'amender. Et là, on va engager des poursuites avec des institutions. Il y a l'IGF qui est là, qui peut mener cette recherche-là. On engage des poursuites. Et cet argent-là, quand ça vient directement, ça vient au niveau de cette banque-là. Et pour pouvoir financer l'économie. Parce que vous savez, l'argent est pour l'économie, c'est que le sang est pour le corps humain. Sans l'argent, on ne fera rien. Mais justement, et l'argent se crée. Comment construire ou bâtir cette banque d'investissement? Pour la bâtir, d'abord, il faut que nous puissions avoir les gens qui ont cette envie-là, l'envie du développement, l'envie d'aller de l'avant, abandonner les mauvaises habitudes. Aujourd'hui, avec ce que nous proposons comme réforme au niveau du ministère des Finances, ministère des réformes des finances publiques et amélioration du climat des affaires, on va maximiser des recettes. Okay? On étale, on va mettre ça sur la ligne budgétaire, on étale, on s'est dit, pendant autant d'années, nous devons économiser, mobiliser autant d'argent pour pouvoir créer cette banque-là. Je vous dis, je vous rassure, que sans cette banque, nous allons toujours tournoyer autour du pot. Et nous n'allons pas avancer. Ce sera un cercle vicieux. Nous devons pouvoir oser. Tous les pays du monde, toutes les grandes puissances, ils ont d'abord leur propre banque. Aujourd'hui, il y a BCDC qui est acheté par Equity. Equity, bon, c'est une grande banque, mais qui n'est pas congolaise. Les Congolais n'ont pas de banque. On n'a pas de banque au Congo. Vous voyez? Nous devons avoir notre propre banque pour pouvoir financer d'abord la politique du pays, du développement. C'est cela peut-être répondre à ce que le président a aimé créer un jour des millionnaires congolais. Le président a parlé de la création de millionnaires congolais. Je me rappelle encore de son discours, je pense au Nigeria. Il avait dit qu'on allait créer les fonds de garantie pour qu'on va remettre aux banques commerciales pour pouvoir octroyer des crédits aux jeunes entrepreneurs congolais. Mais je vois la bonne volonté qu'a le chef de l'État. Mais il faut que cela soit encadré, qu'il y ait des mesures prudentielles. Pourquoi? Qui n'a pas vu la liste exhaustive des insolvables des FPI? Aujourd'hui, quand cet argent-là est octroyé à ces banques-là, les banques sont commerciales. Elles viendront, n'importe quel projet qui va venir, les banques vont devoir, n'est-ce pas, financer parce qu'ils savent que nous avons déjà notre garantie. C'est parmi les causes qui ont créé la crise financière de 2008. Nous avons déjà notre garantie, l'État nous garantit déjà que quelqu'un aille réussir sous nom, moi je vais récupérer mon argent. Et d'où cet argent-là pouvait peut-être au mieux être mis en banque
d'investissement, de crédit agricole et immobilier. Vous voyez, aujourd'hui, et toujours dans ce même ordre d'idées, nous avons su proposer que le ministère d'Emploi et Prévoyance sociale puisse être baptisé ministère de politique d'emploi et de la réforme de la retraite. Nous devons réformer notre système de retraite. Aujourd'hui, vous êtes là, vous travaillez. Combien de fois on vous paie les indemnités? Combien de fois? Alors que chaque mois, nous payons. Il y a la quote-part ouvrière et la quote-part patronale. Et combien de fois on paye? Et si on paye combien? Il faut que nous puissions réformer cela. Et nous accompagnons, parce que ce que nous disons, nous les avons mis sur des supports, et on a saisi le président de la République, on a déposé ça au niveau de la présidence, pour que le président puisse s'en servir, parce que nous voulons l'accompagner. Vous savez, quand les chefs parlent, il faut qu'il y ait les gens qui sont là, qui cherchent à comprendre comment pouvoir matérialiser ce que le chef a dit. Le chef a une vision, mais c'est d'autres qui doivent l'exécuter. Vous voyez? Et c'est ce que nous voulons, que nous puissions avoir, n'est-ce pas, au prochain gouvernement, une équipe capable de pouvoir matérialiser. Parce que ce sera un gouvernement, nous ne voulons pas un gouvernement qui va aller d'étude en étude, qui sera juste une excuse pour ne rien faire, mais un gouvernement d'action. Je prends un exemple. Aujourd'hui, le peuple, c'est comme si nous sommes dans une famille où les enfants se réveillent le matin et disent « nous avons faim ». Ce n'est pas aussitôt qu'ils ont dit qu'ils ont faim que la nourriture est prête. Non, on va aller, maman va faire la cuisine, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que le papa fait? Il cherche peut-être les petits bonbons, les petits biscuits pour pouvoir calmer d'abord les enfants. C'est ce qui doit être fait avant que nous puissions engager des grandes politiques structurelles. Il faut que nous puissions poser des actes pouvant rassurer les enfants qui sont le peuple congolais. Pouvons-nous terminer cet entretien? Oui, je termine en disant un mot à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le nouveau, ainsi que le Président de la République. Monsieur le Président, votre élection a suscité beaucoup d'espoir au sein de la classe politique, au sein de la population. Et je vais vous dire que c'est dans les grands espoirs que la déception naisse. Nous voulons que cet espoir suscité en nous puisse devenir une réalité. Et pour que cela soit une réalité, faites-vous entourer d'une équipe forte. Et vous connaissez 80 millions de Congolais. Et vous savez qui peut faire quoi pour ce pays. Faites-le et le pays vous sera reconnaissant. Merci. Merci beaucoup. Le choix de la parité en République démocratique du Congo est un grand défi. Défenseur des droits de la femme et des jeunes, Tatiana Nguya s'est lancée dans une vaste campagne de formation et de sensibilisation des jeunes. On l'écoute. Je suis effectivement membre de la société civile, cofondatrice et coordonnatrice d'une ONG qui s'appelle le Congrès international congolais. À travers du Congrès international congolais, le CIC en sigle, nous organisons des renforcements de capacités pour les jeunes ainsi que les jeunes femmes. Alors pour la petite histoire, moi, en 3e secondaire, il y a une fois, papa m'appelle, il me dit « Ya Tatiana ». J'ai dit « Oui papa ». Il me dit « Tu sais que tu es belle ». J'ai dit « Oui, comme une toute petite fille, je suis très jolie ». Il me dit « Mais tu sais que tu n'as rien fait pour être comme ça ». J'ai dit « Comment ça papa ?» Il me dit « Oui, ça c'est le fruit de moi et ta maman. Ce que toi tu peux faire, c'est être une femme intelligente, être une femme compétente, être une femme qui contribue au développement de la société. » Donc tout est parti de là. Moi j'ai eu pour premier mentor mon père. Et c'est à travers ces paroles qu'avec le temps, avec l'âge, je me suis lancée, je me suis beaucoup investie et je continue de m'investir dans la société civile au travers de l'ONG, le Congrès international congolais. Qui est né en quelle année? Alors le Congrès international congolais est né en 2011. Au travers du CIC, nous avons différentes coordinations, la section féminine, entrepreneuriat. Je suis à la tête de la section entrepreneuriat parce que je crois qu'il est temps de donner le pouvoir économique aux femmes et aux jeunes.
Alors, à travers le CIC, nous avons organisé plusieurs forums sur l'entrepreneuriat. J'ai initié un projet qui s'appelait l'entrepreneuriat pour une jeunesse compétente. À travers ce forum, plus de 280 jeunes à Kinshasa ont été formés, à Lubumbashi également. Et à travers ce forum, nous avons outillé les jeunes sur les questions d'élaboration de projets, création d'entreprises, l'épargne. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce qu'il y a plusieurs jeunes qui ont investi. Mais également dans le secteur de la défense des droits des femmes, nous organisons chaque année le congrès que nous appelons le congrès de la jeune femme politique ou de la jeune femme leader. Nous avons organisé 5 congrès à Kinshasa, à Lubumbashi, au Congo central, à Kenge et à l'Équateur. Cette année, malheureusement, avec le Covid, nous n'avons pas pu organiser le congrès. Et à travers ce congrès, on outille les jeunes femmes. On encourage les jeunes femmes à la participation politique, à la gestion de la chose publique. Donc aujourd'hui, depuis 2011 que le congrès international existe et est représenté dans toutes les 26 provinces de la RDC. C'est quoi le problème? En fait, quelle a été la motivation première qui vous a poussé d'abord à vous lancer à aborder la question de l'entrepreneuriat? Alors, premièrement, nous sommes dans un pays où plus de 62% de la population est jeune. Mais lorsque nous voyons les statistiques, la jeunesse est sous-représentée. Idem pour les femmes. Nous sommes dans un pays où plus de 52% de la population est constituée des femmes. Mais lorsque nous voyons les statistiques, les résultats sont mitigés. De par cette observation, avec d'autres jeunes, nous sommes dit comment est-ce que nous pouvons, en tant qu'engagement citoyen, faire en sorte de changer les choses. C'est à l'issue de ce constat que nous avons justement décidé de créer cette structure. Parce que vous voyez, M. Médard, vous le voyez, les statistiques. Le gouvernement sortant en avait plus ou moins 17% des femmes. C'est une avancée par rapport au précédent, peut-être au scrutin. Mais on peut faire mieux. La Constitution est claire sur ce point, l'article 14 de la Constitution, qui dit que la femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et même locales. Et l'État a le droit de veiller à cela, à la parité. Mais les résultats, ce n'est pas le cas. La RDC a signé, n'est-ce pas, la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui stipule que l'État, les gouvernements doivent impliquer les jeunes au plus haut point dans les postes de prise de décision. Mais ce n'est pas encore le cas. À l'issue, au vu de tous ces problèmes, un groupe de jeunes, femmes et hommes, se sont levés pour dire à notre niveau comment est-ce que nous pouvons changer les choses, comment est-ce que nous pouvons bouger les lignes. Justement, en quel thème se pose le problème de l'entrepreneuriat auprès des jeunes? Quel type de problème particulier se pose aux jeunes? Alors, comme un peu partout d'abord, l'entrepreneuriat, on a un problème de financement. Je crois qu'il est temps d'avoir un programme national d'entrepreneuriat, mais surtout basé sur le financement. À côté du financement, nous avons la formation. On peut donner aujourd'hui à un jeune un montant qui va constituer son capital, mais est-ce qu'il est suffisamment outillé pour savoir qu'est-ce que je suis censé faire avec ce montant? Est-il prêt à savoir comment est-ce qu'on gère une entreprise? Est-il prêt à interagir avec les services de l'État, les taxes, mais également à avoir une stratégie, une vision qui va lui permettre non seulement de se lancer, mais pour que son entreprise puisse éclore et générer des bénéfices? Nous sommes au niveau où, à notre niveau justement, nous organisons plusieurs forums où nous outillons ces jeunes, mais ensuite nous essayons de trouver des financements. Et là, c'est la part de l'État. L'État doit disponibiliser des financements pour que les projets des jeunes puissent voir le jour. Mais aussi, aujourd'hui, nous avons les incubateurs. Il faut qu'il y ait des incubateurs que l'État met à la disposition. Je crois que nous n'avons pas encore d'incubateur national dans notre pays, sauf si quelqu'un peut me dire le contraire. Mais nous avons des pays voisins qui aujourd'hui ont compris qu'il faut un écosystème favorable pour que les projets des jeunes puissent éclore. Alors, nous disons que le problème de l'entrepreneuriat en RDC, premièrement d'abord, il faut créer un environnement sain qui va permettre aux jeunes entrepreneurs de pouvoir se retrouver, de pouvoir être impliqués. Mais également, il faut que le gouvernement mette sur pied une politique de financement et d'accompagnement de tous ces jeunes à la conception du projet, la création de l'entreprise, mais également permettre à la société d'éclore et de commencer à rentabiliser. Lorsque vous parlez des jeunes, vous faites allusion à quel type de jeunes? À tous les types de jeunes. La RDC, c'est un capital humain, 62%, plus ou moins 62% de la population est jeune. Nous faisons allusion à tous les jeunes qui ont étudié, les jeunes qui n'ont pas de diplôme, parce qu'il faut de tout pour créer un pays. Nous avons besoin de toute la main-d'œuvre intellectuelle, la main-d'œuvre qualifiée ou non qualifiée, mais le plus important, c'est juste identifier ces jeunes,
à travers la RDC, identifier les jeunes dans leur milieu respectif, leurs potentialités et ensuite les accompagner. Vous avez la chance de fréquenter à la fois Kinshasa et d'être très présente à Lubumbashi. Est-ce que la situation est la même pour les jeunes Katanga, s'il faut dire, ou les jeunes ont le choix? Alors, vous savez, la réalité de la RDC, c'est vraiment sur toute l'étendue du territoire. Je doute fort qu'aujourd'hui, on puisse prétendre que la situation des jeunes dans le Katanga est meilleure que la situation des jeunes à Kinshasa. Il y a quand même des mines, les mining ont quand même suscité à un certain moment l'espérance. Est-ce que les jeunes n'ont pas tiré profit de tous les mining qui ont été créés? Pas seulement les jeunes, je dirais oui et non, parce que si on doit avoir des statistiques en termes de chômage qui a été réduit, en termes de rentabilité dans les caisses de l'État, je dirais on peut faire mieux. On peut faire mieux en impliquant davantage les jeunes. Je crois que le résultat sera beaucoup plus parlant. Alors, lorsque vous recherchez, à un certain moment, le président de la République, Félix Tshisekedi, a promis qu'il allait créer un fonds d'assistance aux jeunes, un fonds de garantie pour permettre aux jeunes de pouvoir se solliciter, de pouvoir se lancer dans les affaires. Et comment vous avez accueilli cette initiative qui tarde aussi d'arriver? Alors, comme on dit toujours, c'est déjà bien qu'il y ait une idée, qu'il y ait une vision, et il faudrait qu'elle soit matérialisée. Parce que les jeunes ont soif. Les jeunes Congolais ont beaucoup d'ambition. Les jeunes Congolais ont des idées magnifiques, des idées géniales. Mais il faudrait justement qu'il y ait cet accompagnement. Je crois que le souhait de tous les jeunes à travers la République est que toutes ces promesses, toutes ces idées stratégiques qui peuvent permettre à la jeunesse de faire un bond en avant, nous souhaitons que toutes ces idées voient le jour. Ce sera pour le bonheur de toute la population congolaise. Quelle est la tendance des projets lorsque vous vous adressez aux jeunes à l'issue des formations que vous leur donnez? Quel type de projets ont tendance d'émerger? Alors, l'avantage c'est que nous avons un vaste pays, un pays agricole d'abord. Nous encourageons les jeunes dans les projets agricoles. Mais bien sûr, la RDC est un grand pays, il faut contextualiser. Actuellement, avec la loi sur la sous-traitance, dans certaines zones comme le Katanga, le Lualaba, les jeunes peut-être peuvent beaucoup plus se lancer dans la sous-traitance, fournir des services. Alors nous identifions d'abord les jeunes conformément au milieu dans lequel ils se trouvent. À Kinshasa, par exemple, il y a des jeunes qui vous diront, nous pouvons faire le commerce, la vente. Ça rapporte. Donc le plus important, c'est d'abord d'identifier les potentialités à l'endroit où les jeunes se trouvent et ensuite nous décidons de mener une stratégie justement pour que les jeunes puissent rentabiliser selon le milieu où ils se trouvent. Abordons l'autre dimension qui vous touche, la promotion des droits de la femme. C'est quoi le problème? Alors, vous savez, le problème. J'ai récemment participé au processus de désignation des différents acteurs de la plénière de la CENI. J'ai pris part au processus pour représenter avec d'autres femmes, justement, nous étions plusieurs sur la liste, pour représenter la femme, n'est-ce pas? Les organisations de défense des droits des femmes à une représentante. Et j'ai été justement retenue parmi les 3 femmes, je suis la plus jeune d'ailleurs, et les noms se trouvent présentement à l'Assemblée nationale. Aborder la question des droits des femmes d'une manière vague comme ça, on va s'étendre sur le sujet. Parce que vous savez, on a des problèmes socio-économiques, problèmes culturels, problèmes des violences sexuelles. Nous avons l'écosystème entrepreneurial, nous avons la participation politique des femmes. Alors nous, avec notre petite expérience, justement, comme je vous ai dit, au travers du CIC, au travers des différents forums que nous organisons, nous nous sommes rendus compte que nous savons que le processus électoral, les élections sont même le socle de la démocratie. Nous avons 3 scrutins déjà, 2006, 2011 et 2018. Qu'en est-il des résultats quant à la participation des femmes? Peut-on dire qu'aujourd'hui, il y a des avancées? Certains diront oui, mais nous dirons oui et non. Oui et non, M. Médard. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous basons sur la Constitution, on se rend compte que la Constitution garantit l'égalité aux femmes. N'est-ce pas? La Constitution, dans son article 14, l'article 11, garantit la pleine participation des femmes à la gestion de la chose publique, garantit la parité. Et même, on nous dit que la composition du gouvernement doit tenir compte de la représentativité nationale. Qu'est-ce qu'il en est? Je vous laisse répondre à la question. Nous souhaitons
qu'il y ait une plus grande volonté politique. Nous l'avons vu, le gouvernement sortant déjà, c'était plus ou moins 17% des femmes, une avancée par rapport au scrutin précédent. Je crois que les chiffres sont là, on ne va pas s'étendre sur la question, mais nous voulons qu'on respecte la Constitution. La Constitution parle de la parité. Il faudrait qu'il y ait équitabilité entre les sièges occupés par les hommes et puis les sièges occupés par les femmes. Et ce n'est qu'une question de justice sociale, c'est une question d'équité. Un pays est plus fort lorsqu'il s'est rentabilisé sur toutes les ressources, c'est-à-dire le capital humain, les hommes, les femmes et même les jeunes. Justement, lorsque vous intervenez en tant que défenseur des droits des femmes, la partie essentielle ou la partie stratégique qui vous bouscule, c'est laquelle? Alors, je vais vous répondre, je vais m'appesantir sur 2 points. Premièrement, nous militons pour que les femmes aient davantage accès à l'éducation. Nous militons pour que les femmes aient davantage accès à l'éducation et ce, sur toute l'étendue du territoire. Certes, certains diront qu'il y a des avancées. Oui, il y a des avancées, mais on peut faire plus. C'est d'abord l'instruction. Et un autre palier est que nous militons pour que les femmes occupent des postes de prise de décision, M. Médard. Pourquoi? Parce que la femme congolaise a ce potentiel, elle a étudié, elle a de l'expérience et elle peut apporter sa touche à l'organisation de toutes les institutions. Le problème serait abordé premièrement par le respect des textes. Les textes sont là. La RDC, c'est un pays où on est très doué, on a des très beaux textes. On ratifie, on adhère à plusieurs textes. Vous avez la Constitution, le protocole de Maputo, vous avez le CDF, il y a toutes ces conventions-là. Mais au niveau du respect des textes, la RDC a encore beaucoup d'efforts à fournir. Il faudrait tout simplement prendre le taureau par les cornes. Il faudrait que nous ayons davantage des femmes au poste de prise de décision. Tout simplement, d'une part, on accélère l'accès à l'éducation et d'autre part, nous avons des rôles modèles, donc des femmes qui occupent des postes de prise de décision. Et la conclusion, la conséquence sera que les plus jeunes accèdent à l'éducation. Entre-temps, les plus âgés occupent des postes de décision et nous aurons des rôles modèles. Tout simplement, il n'y a pas de miracle. Donnons aux femmes des postes de prise de décision parce qu'elles le méritent. Et ne me dites pas que les femmes ne sont pas là parce que les femmes compétentes, il y en a. La liste est très longue, M. Médard. Revenons sur la question de l'éducation avec l'initiative de la gratuité au niveau du premier cycle, au niveau du primaire. Quel commentaire ça vous inspire en tant que défenseur des droits des femmes? Alors, vous savez, comme on dit, l'initiative est très bonne. L'initiative est très bonne parce que ce n'est pas seulement la RDC, mais c'est à travers le monde que l'éducation est gratuite justement pour favoriser tous les citoyens d'un pays. Parce que nous savons qu'il y a des citoyens qui n'ont pas les finances. Et justement, c'est une très bonne initiative. Mais peut-être c'est au niveau de la stratégie. Il faut améliorer au niveau de la stratégie. Et bien sûr, avec Covid, cette année n'a pas rendu les choses faciles. Il faut qu'on se le dise. C'est une pandémie qui a bouleversé les calendriers au niveau mondial. Mais nous espérons que cette gratuité de l'enseignement, même si elle n'est pas encore effective, mais c'est déjà un élan. Et il faudra que dans les prochains scrutins, les prochaines élections, les prochains gouvernements, les prochains présidents, que cela reste et que cela devienne un patrimoine, la gratuité de l'enseignement. Madame Tatiana, vous connaissez le Haut-Katanga, vous connaissez le Lualaba. Il se raconte que beaucoup de femmes et des enfants sont dans les mines. Alors, qu'est-ce que vous faites, soit pour les accompagner ou pour les sortir de ce lieu? Alors, je crois que justement, c'est par rapport à ça, nous avons parlé de l'éducation, l'accès à l'éducation. Faute d'éducation, les enfants se retrouvent dans les mines. Faute de financement, faute de moyens, faute de travail, les femmes se retrouvent dans les mines. Mais imaginez un pays où une femme a un travail décent, elle a un minimum qui lui permet de vivre, où l'éducation est bel et bien gratuite, où les enfants se retrouvent à l'école au lieu de se retrouver dans les mines. Parce que oui, d'une part, peut-être nous avons des enfants dans les mines, mais ailleurs, nous avons des enfants qui sont dans les champs. Nous avons des enfants qui errent un peu partout dans la ville parce que justement, ils n'ont pas droit à l'éducation. Je pense que les enfants dans les mines, c'est une conséquence. Il faut traiter la cause. La cause, c'est justement le manque à l'éducation ou le fait que ces enfants n'ont pas accès à l'éducation. Conséquence, ils se retrouvent dans les mines. Pas seulement les enfants, les jeunes qui normalement devraient se retrouver peut-être à l'université. Ces femmes qui devaient se retrouver, qui devaient avoir des travaux beaucoup plus décents, se retrouvent justement là-bas parce qu'il faut manger.
Il faut manger, il faut nourrir les enfants, il faut nourrir les familles. C'est plutôt une conséquence. Nous devons réfléchir sur la cause et non pas sur la conséquence. Et je crois qu'il y a des programmes, je n'en connais pas trop, mais je crois qu'il y a des programmes au niveau national qui sont en train justement, qui travaillent sur toute cette question. Et au niveau du Lualaba, mais également au niveau de Kinshasa. Qu'est-ce que ça signifie être défenseur des droits des femmes? D'accord. Alors, être défenseur des droits des femmes, vous pouvez être défenseur des droits des femmes, Papa Médard. Je suis défenseur des droits des femmes. Généralement, quand on entend une femme parler des droits des femmes, on se dit « elle est féministe ». Elle est féministe. Tout simplement, c'est dans la Constitution, tous les hommes naissent égaux. Et les pesanteurs, notre pays, la société, depuis la nuit des temps, a fait en sorte qu'une moitié de la population s'est retrouvée défavorisée, donc les femmes. Alors défendre les droits des femmes, c'est tout simplement faire retentir cette sonnette d'alarme pour dire attention messieurs, attention mesdames, pour qu'un pays puisse éclore. Un pays doit utiliser le maximum de sa population. Il faudrait que tous soyons impliqués. Il faudrait que les hommes et les femmes soient impliqués. Défendre les droits des femmes, c'est veiller à ce que les femmes aient droit à l'éducation. C'est veiller à ce qu'une femme, après l'université, ait un travail rentable. C'est faire en sorte que les femmes à compétences égales puissent non seulement compétir, mais se retrouver à des postes de prise de décision. C'est tout simplement faire respecter la Constitution et aussi tous les textes légaux auxquels la RDC a adhéré. En fait, quels sont vos défis? Alors les défis sont énormes. Les défis sont énormes et premièrement, nous avons d'abord le manque d'information dans le milieu des femmes, mais des jeunes, parce que nous abordons toujours la question femmes et jeunes. Il y a ce manque d'information, mais également ce manque, entre guillemets, de volonté politique. Vous savez, les différentes institutions, à leur tête, si ce sont des êtres humains, il faudrait que dans toutes les institutions, à tous les niveaux, qu'on puisse intégrer la question du genre. La question du genre qui ne concerne pas seulement les femmes, mais qui concerne justement cette capacité de considérer les êtres humains dans leurs besoins spécifiques. Alors, moi je dirais, nous au travers du CIC, nous militons d'abord pour l'intellect, dans les renforcements de capacités. Et c'est une difficulté parce qu'il y a la non-connaissance des droits. Il faut connaître ses droits, il faut s'approprier les droits, savoir les utiliser. Parce que même quand on connaît ses droits, quand on s'approprie ses droits, on connaît par conséquent ses devoirs. On connaît ses devoirs et on sait comment réagir. Alors je dirais les difficultés que nous rencontrons, il y a des hommes qui nous accompagnent parce qu'il y a des hommes qui ont déjà compris que pour qu'un pays puisse éclore, il faut que et les hommes et les femmes se mettent ensemble pour travailler. Mais je pense que l'une des grandes difficultés, c'est au niveau politique. C'est la politique qui doit donner le coup d'envoi. C'est la politique qui doit donner le coup d'envoi comment en mettant des places au poste de prise de décision. Et vous allez voir que tout le reste se fera tout seul. Ça fait partie des difficultés, notamment aussi les finances. Nous sommes une ONG, à 80%, nous nous autofinançons. C'est l'autofinancement, les contributions de chaque membre afin de pouvoir organiser des activités. Les défis sont énormes, mais nous aimons être optimistes en se disant, comme je vous ai dit, Monsieur Médard, traitons les causes du problème. Parce que des défis, on aura toujours, mais les causes du problème, faire en sorte que les femmes aient davantage accès à l'éducation, les jeunes, mais qu'à la fin, les jeunes, les femmes, tous soyons récompensés justement par des postes de prise de décision. Comment justement clôturer cet entretien avec optimisme? Alors, avec optimisme, c'est dire à tous les fils et les filles de la RDC, ce grand et beau pays, que nous sommes un capital humain. Les femmes, 52% de la population, les jeunes, plus de 62% de la population, doivent s'impliquer davantage. C'est ce qu'elles font déjà, c'est ce que les jeunes font déjà. Et en contrepartie, au niveau de l'État, nous saluons l'implication du chef de l'État, c'est les textes qui le disent, c'est les pourcentages qui le disent. Et même aujourd'hui, le chef de l'État à la tête de l'Union africaine l'a dit dans son discours, il veillera à l'égalité hommes et femmes, qui est tout simplement le gage d'une nation prospère. Alors, jeunes femmes, jeunes, les femmes, nous sommes là, nous sommes compétentes, continuons à avoir des ambitions, continuons à être présents, à réclamer, c'est tout à fait normal, c'est conformément à la Constitution, c'est un droit qui nous est reconnu et surtout, lançons-nous, ayons des ambitions, lançons-nous, prenons des initiatives et je crois que le Congo aura quelque chose de beau à léguer aux générations futures. Madame Tatiana, je vous remercie. Merci Monsieur Médard. Perspectives économiques, ça n'est fini pour aujourd'hui.